parler de la guerre du XXIe siècle, c'est le titre de la conférence, mais en fait, je vais surtout m'appuyer sur le livre que j'ai écrit, L'art de la guerre aérienne, dans lequel j'explique les modalités d'action de la stratégie et de la tactique militaire et en quoi l'apport de la troisième dimension, de l'arme aérienne, change la donne, et ensuite la quatrième dimension, celle du temps, la guerre de l'information, comment elle vient également là-dedans. Donc mon exposé sera constitué d'abord d'une partie théorique qui permettra ensuite de comprendre ce qui se passe en Syrie, l'efficacité de ce qui se passe en Syrie, sous le prisme de la théorie que je vais développer en préalable. Je parlerai dans un premier temps des modalités de la stratégie et de la tactique, ensuite des caractéristiques de l'action aérienne. Je parlerai de la défensive et de l'offensive sous l'angle des caractéristiques fondamentales de ces deux postures stratégiques et de l'interaction entre ces deux postures et des défis qu'elles posent. Ensuite, j'énoncerai quelques principes élémentaires de la guerre aérienne et une fois ces éléments théoriques développés, je parlerai de la guerre qui se déroule en Syrie. Donc dans un premier temps, les modalités de la stratégie et de la tactique. C'est un invariant depuis que l'homme se fait la guerre, c'est-à-dire après le néolithique. La stratégie et la tactique reposent sur trois modalités d'action qui sont le choc, le feu et la manœuvre. Ces trois modalités d'action se combinant de façon diverse par leurs fins et leurs moyens pour produire un effet militaire, tactique ou stratégique. Dans un premier temps, le choc. Qu'est-ce que c'est que le choc ou combat de mêlée? Le choc, c'est le fait que deux armées, frontalement, se rencontrent l'une contre l'autre, et celle qui a le plus d'énergie cinétique et le plus de cohérence, de cohésion, gagne, finalement. Le choc était la seule modalité d'action des hoplites grecs, à l'époque des batailles, à l'époque de la Grèce antique, où les cités grecques se faisaient la guerre régulièrement. Pourquoi les Grecs se faisaient la guerre de cette façon? Victor Davis Hanson l'explique, un universitaire américain l'explique en disant que cette façon de faire la guerre était le pendant de la démocratie. C'était l'autre revers de la médaille de la démocratie. C'est-à-dire de la même façon que les Grecs votaient pour donc en une journée, pour avoir un résultat de leur vote de la démocratie, de la même façon, ils faisaient la guerre de façon simple, par le choc uniquement, pour avoir un résultat immédiat de qui gagnait. Alors c'est important parce que cette idée-là, elle traverse l'histoire militaire de tout l'Occident. En Orient, l'art de la guerre était totalement différent. Si on lit Sun Tzu, si on observe la façon dont les Arabes se battaient pendant les croisades, l'art de la guerre chez les Orientaux était totalement différent de l'art de la guerre chez les Occidentaux. Que nous dit Hanson, Davis Hanson? Il nous dit « Nous avons encore besoin d'étudier les origines de la bataille en Occident, ne serait-ce qu'à cause du petit mouvement de curiosité que nous avons, de notre fascination morbide pour le choc effrayant d'hommes qui, attaquant massivement, comme avant eux les hoplites grecs, ne veulent pas harceler l'ennemi, mais préfèrent plutôt rechercher la victoire au sens le plus brut, sinon le plus stupide, comme disait Mardionos, du terme, dans une bataille où ils affrontent leur ennemi à portée d'armes pour tuer ou être tués. Le choc est effectivement une modalité d'action extrêmement brutale qui consiste, comme je vous l'ai dit, à s'opposer l'un à l'autre sur une plaine plate. Les Grecs méprisaient les archers qui tiraient à distance et méprisaient toute idée de manœuvre qu'ils considéraient comme vicieuse. La deuxième modalité, on peut dire que le choc n'est pas très intelligent comme modalité d'action, qu'il est meurtrier, enfin stupide, quoi. La deuxième modalité d'action, c'est le feu. Qu'est-ce que le feu? C'est l'idée d'attaquer l'ennemi, de neutraliser l'ennemi ou de le réduire à distance par l'envoi de projectiles
Avant le feu, il y avait le jet, c'est-à-dire avec les arcs et tout système qui permettait de projeter des pierres ou n'importe quoi sur l'ennemi à distance. Le feu se caractérise par sa portée, donc la longueur, la distance à laquelle on peut porter le feu, sa précision, sa cadence de tir et les effets qu'il a à l'impact. On est là dans le domaine de la physique, de la technologie physique. La première observation que l'on peut faire, c'est que celui qui a l'avantage de la technologie peut réduire l'ennemi à distance avant de pouvoir engager le choc dans des conditions favorables. Donc on voit là qu'il y a déjà entre le feu et le choc une forme de priorité chronologique. Celui qui maîtrise, celui qui a la supériorité technologique a intérêt à utiliser le feu avant le choc. La troisième modalité d'action est la manœuvre. La manœuvre consiste à faire bouger ses troupes de choc ou de feu préalablement à l'utilisation du feu et du choc, de façon à être dans une situation plus avantageuse à l'arrivée qu'au départ. C'est-à-dire avant la manœuvre, on est dans une certaine situation, et une fois qu'on a manœuvré, on se retrouve dans une situation plus favorable, de façon à pouvoir engager le feu et le choc. Donc on voit qu'il y a un ordre d'importance chronologique entre la manœuvre, le feu et le choc. Alors maintenant, il est intéressant d'étudier la manœuvre, qui est la modalité d'action primordiale et chronologiquement première par rapport aux deux autres. Les théoriciens depuis Sun Tzu, Clausewitz, Jomini ont élaboré au fur et à mesure des règles de manœuvre. Bon, je vous conseille de lire Jomini, qui est, à mon avis, le plus synthétique en la matière, et en particulier qui a étudié le système napoléonien pour dire que la caractéristique, enfin ce qu'il fallait faire en premier, l'idée première de la manœuvre était d'arriver à concentrer le maximum d'efforts au point décisif, au moment décisif. En étudiant le système napoléonien, c'est comme ça que Napoléon exerçait son art, si on peut dire, c'est qu'il s'arrangeait toujours dans ses grandes victoires, pour au moment décisif et sur le point décisif, engager le maximum de troupes pour gagner la bataille. C'est la concentration des efforts sur le point décisif, l'idée de concentration des efforts sur le point décisif. Bon, c'est bien beau, mais si on veut pousser un peu plus loin le raisonnement, il faut s'intéresser à ce que c'est que structurellement la manœuvre. La manœuvre consiste à bouger ses troupes sur un territoire. Et les territoires sur lesquels on déplace ses troupes, offrent des possibilités de manœuvre, mais posent aussi des contraintes à la manœuvre. Si vous devez traverser une rivière, si vous devez franchir un marécage, passer une forêt, une montagne, ça pose des problèmes, ça pose des contraintes à la manœuvre. En revanche, il y a des territoires qui offrent des possibilités de manœuvre. Et du reste, Sun Tzu, le premier stratège et stratégiste de l'histoire connue, dans son traité L'art de la guerre, qui comporte 13 chapitres, en consacre 2 à la manœuvre. Et que dit-il ? Il ne décrit pas les territoires, il ne dit pas il y a des forêts, il y a des marécages, il y a des rivières, il ne dit pas ça. Sun Tzu dit il y a des territoires mortels, il y a des territoires où il faut se battre, il y a des territoires de rencontre, il y a des territoires qu'il faut traverser rapidement. En somme, Sun Tzu décrit, il ne décrit pas d'ailleurs, il nomme les territoires en ce qu'ils offrent des possibilités de manœuvre ou qu'ils posent des contraintes à la manœuvre. Et évidemment, une fois qu'il a dit il y a des territoires où il faut se battre, où il y a des territoires de rencontre, il donne des exemples. Il dit par exemple, des conseils d'action.
si vous arrivez sur un territoire de rencontre, il vaut mieux, le premier, il vaut mieux prendre position sur les points hauts face au soleil, etc. Et il donne des exemples de territoires de rencontre, ou des exemples de territoires mortels, ou des exemples de territoires où il faut se battre, etc. Donc en ce sens-là, Sun Tzu émet l'idée que les territoires sont consubstantiels à la manœuvre. Une fois qu'on a posé ces premiers principes théoriques, donc la manœuvre en préalable du feu et qui lui-même est en préalable du choc, une fois qu'on a posé ces éléments théoriques, il est intéressant de penser, de se poser la question, qu'est-ce que l'apport de l'aviation modifie dans ces concepts? Nous vivons dans un monde à 4 dimensions, dans un monde connu à 4 dimensions, X, Y, Z, T. Donc 2 dimensions horizontales, X, Y, une dimension verticale, Z, la 3e dimension, et la 4e dimension, le temps. Lorsque l'on utilise l'aviation, on peut survoler les territoires à 2 dimensions, les forêts, les marécages, les rivières, les montagnes, etc. C'est-à-dire que le fait de passer de 2 à 3 dimensions dans l'art de la guerre permet d'éradiquer les contraintes que posent les territoires à 2 dimensions à la manœuvre. Une force au sol est obligée de prendre en compte le fait de franchir une rivière, etc., pour atteindre son objectif final, tandis qu'un avion peut tout simplement survoler tout cela et atteindre l'objectif directement. Donc, le passage de 2 à 3 dimensions dans l'art de la guerre, dans la manœuvre, permet d'aplanir les territoires de la 2e dimension qui posent des contraintes à la manœuvre en 2 dimensions. Bien. Maintenant, la guerre dans la 3e dimension, la manœuvre dans la 3e dimension. Une fois qu'on a observé que la manœuvre dans la 3e dimension permettait d'aplanir les territoires des deux dimensions de surface, on pourrait se dire que peut-être la manœuvre dans la 4e dimension permettrait d'aplanir les territoires de la 3e dimension. Par effet N+1. Mais la question est de savoir quels sont les territoires de la 3e dimension. L'air est homogène, translucide, isotrope. Donc a priori, il n'y a pas de territoire dans la 3e dimension. Il peut y avoir des nuages. Mais si l'on en revient à la pensée de Sun Tzu, si l'on pense les territoires comme consubstantiels à la manœuvre, c'est-à-dire en ce qu'ils posent des contraintes à manœuvre ou en ce qu'ils offrent des possibilités de manœuvre, alors il y a bien des territoires de la 3e dimension. Il y a des espaces, il y a des volumes qui posent des contraintes à la manœuvre dans la 3e dimension et des volumes qui offrent des possibilités de manœuvre dans la 3e dimension. Par exemple, l'espace, le volume dans lequel les chasseurs ennemis vont intercepter les raids, nos raids, sont des territoires où il faut se battre. Les volumes posés par des systèmes de défense antiaérienne, par les missiles de défense antiaérienne, sont des territoires mortels. Les couloirs qui passent les lignes amis-ennemis dans lesquels les raids s'engouffrent sont des territoires qu'il faut franchir rapidement. Les espaces, les volumes dans lesquels les avions de chasse vont ravitailler, prendre du pétrole pour ensuite continuer, sont des territoires de rencontre. Donc en pensant comme Sun Tzu, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des territoires de la 3e dimension qui sont des volumes, soit qui offrent des possibilités de manœuvre,
soit qui pose des contraintes à la manœuvre, dans la troisième dimension. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire, puisque le fait de passer par la troisième dimension permet d'éradiquer les contraintes à la manœuvre en deux dimensions, il se pourrait bien que le fait de passer par la quatrième dimension permette d'éradiquer les territoires de la troisième dimension, les contraintes des territoires de la troisième dimension. Qu'est-ce que la manœuvre dans la quatrième dimension? C'est la guerre de l'information. Parce que, c'est ce que je pose comme précepte dans mon livre, l'information, en particulier électronique, se véhiculant à la vitesse du son, à la vitesse de la lumière, utilise le temps comme dimension structurelle de son exercice. Donc la guerre de la quatrième dimension, c'est la guerre de l'information, et en particulier de la guerre électronique. Si vous utilisez un brouilleur électronique qui aveugle les radars ennemis, l'espace, le volume qui pose une contrainte à la manœuvre, à votre manœuvre en territoire ennemi, disparaît. Si vous détruisez un système de défense anti-aérienne, le volume mortel que constituait ce territoire disparaît. Ainsi, on s'aperçoit qu'en passant de 3 dimensions à 4 dimensions, effectivement, la guerre dans la quatrième dimension, la guerre de l'information, la guerre électronique, permet d'aplanir les territoires de la troisième dimension, c'est-à-dire d'éradiquer les contraintes qu'il pose à la manœuvre en 3 dimensions. Donc, pour résumer, s'agissant de l'aviation, on peut dire que... Oui, j'ai oublié de parler de l'aviation et du feu, pardon. Je viens de parler de l'aviation et de la manœuvre, donc la façon dont l'aviation interagissait dans la manœuvre. L'aviation et le feu, nous sommes passés en l'espace d'une soixantaine d'années d'une précision de bombardement qui était d'environ 1100 mètres à 1 mètre. Donc la précision du feu par l'aviation est considérable aujourd'hui. En 1940, il fallait... la précision des bombardements à moyenne altitude était de 1100 mètres, et pour détruire une cible de 20 mètres sur 30 avec une probabilité de 90%, il fallait 9000 bombardements. Aujourd'hui, il en faut 1. Il fallait 9000 bombes. Aujourd'hui, il en faut 1. Donc on voit que l'aviation a considérablement augmenté l'efficacité du feu. Elle a augmenté l'efficacité de la manœuvre, j'en ai parlé. Et la guerre électronique, la guerre de l'information, permet d'éradiquer les contraintes des territoires de la troisième dimension. Donc logiquement, dans une opération bien conçue, il faut, acquérir la supériorité de l'information, c'est-à-dire à la fois la connaissance du théâtre, la connaissance de ce qui se passe, parce que quand on veut agir dans un milieu, il faut savoir ce qui se passe, donc les radars sont là pour ça. Et 2, dénier cette capacité à l'adversaire par la guerre électronique. Donc, premièrement, l'acquisition de la supériorité dans le domaine de l'information est un préalable aux autres actions, et en particulier aériennes. Deuxièmement, la supériorité aérienne est un préalable aux actions de surface. On peut le dire différemment. Depuis qu'il y a des avions, nous savons que les champs de bataille seront toujours survolés par des avions. Et si ce ne sont pas les nôtres, alors ce seront ceux de l'adversaire, et là ça ira très mal pour nous, et on ne pourra pas bouger, et on ne pourra pas manœuvrer sur le terrain si on est sous la contrainte d'une aviation ennemie. Donc la chronologie des opérations est la suivante.
1, maîtrise de l'information, 2, maîtrise de la troisième dimension, et enfin, opération de surface. C'est une logique. C'est une chronologique. Et on en déduit que dans la planification des opérations militaires, bien conçue, il faille suivre cette chronologie: supériorité de l'information, supériorité aérienne, et une fois qu'on a acquis ça, utilisation de l'arme aérienne à des fins offensives, quand on est dans une guerre offensive-défensive, à des fins offensives, avec encore une fois des priorités stratégiques. 1, des frappes ciblées sur les vulnérabilités stratégiques de l'adversaire, et ensuite des opérations d'appui et de soutien des actions qui se déroulent en surface, sur terre ou sur mer. Il y a donc là un phasage logique des opérations militaires, si on conçoit bien ces opérations militaires et de façon intelligente. J'espère, bon, j'étais assez rapide, mais j'espère avoir été suffisamment clair pour que tout le monde ait compris. Je vais maintenant parler des caractéristiques fondamentales de l'action aérienne. Donc, on en déduit de tout cela, finalement, que l'action aérienne possède des caractéristiques propres qui ne sont pas partagées par les actions de surface, qui sont la globalité, la continuité et la thématique. L'action aérienne est globale parce qu'un avion peut s'affranchir des contraintes des territoires à 2 dimensions, donc il peut atteindre potentiellement tous les endroits d'un théâtre d'opération en même temps, alors qu'une troupe au sol est contrainte, elle doit se frotter aux autres troupes au sol, et donc avant d'atteindre son objectif, elle doit faire des contournements, faire des pauses, etc. Alors que l'aviation peut permettre d'atteindre potentiellement tous les endroits du théâtre d'opération et en même temps. Donc elle est globale. Elle est continue, elle doit être continue. Pour occuper le terrain, comme disent nos amis de l'armée de terre, c'est-à-dire pour occuper le terrain, eh bien, il faut qu'il y ait des avions en permanence en vol. Ou alors des radars qui permettent d'avoir une connaissance suffisante de ce qui se passe pour envoyer les avions en tant que de besoin. Et ça pose évidemment un problème de coût, parce que la continuité est très coûteuse. Et enfin, elle est thématique, en ce sens que, pouvant atteindre n'importe quel endroit à n'importe quel moment, on peut penser la guerre différemment. Quand il n'y avait pas d'aviation, on pensait la guerre localement, par des manœuvres de contournement, etc. Mais on ne pouvait pas s'imaginer neutraliser un système adverse en très peu de temps et complètement. Alors que, grâce à l'aviation, puisqu'on peut atteindre tout endroit du théâtre des opérations en même temps, on peut penser s'attaquer à un élément systémique de l'adversaire en parallèle. Je m'explique. On peut par exemple neutraliser complètement un système électrique d'un pays si l'on cible bien, si l'on fait bien l'étude de ce système, que l'on identifie les vulnérabilités stratégiques de ce système en attaquant en parallèle les éléments de ce système qui constituent des nœuds et des vulnérabilités stratégiques. On peut mettre à plat, neutraliser complètement en quelques minutes tout un système. C'est l'idée d'attaquer en parallèle des éléments géographiquement dispersés sur le territoire, mais qui sont reliés fonctionnellement à l'intérieur d'un système. C'est en cela que l'arme aérienne peut être offensive, peut être utilisée de façon thématique. On peut décider de couper l'électricité de tout un pays, on peut décider de couper ses voies de communication, on peut décider de couper, de neutraliser le système pétrolier. Enfin,
on pense la guerre différemment en termes de système à neutraliser ou à éradiquer. Maintenant, je vais parler de la défensive et de l'offensive. Sur le plan théorique, quelles sont les caractéristiques de la défensive et de l'offensive? D'abord, qu'est-ce que c'est que la défensive? La défensive, la posture stratégique défensive, c'est la posture naturelle du dominant sur son territoire. On l'oublie trop souvent. La défensive n'est pas que la réaction à une offensive. C'est la posture naturelle du dominant sur son territoire. Quand on est en paix, qu'on ne cherche pas de bisbis avec ses voisins, on est naturellement dans une posture défensive, c'est-à-dire qu'on est maître chez soi, on est souverain chez soi. On est dans une posture stratégique défensive. Ça, il faut le dire. Quelles sont les caractéristiques de la défensive? Quand on veut défendre un territoire, il faut défendre tout le territoire, et il faut défendre le territoire tout le temps. C'est pas 5 jours par semaine et pendant les heures ouvrables. Il faut défendre le territoire tout le temps et tout le territoire. Ça veut dire que fondamentalement, la défensive est une posture globale et permanente. Globale, permanente. On retrouve là les deux caractéristiques de l'arme aérienne. Globalité, permanence. Donc l'arme aérienne est particulièrement adaptée à la défensive, bien que tous les stratégistes disent que c'est une arme offensive par excellence, ce qu'elle est évidemment. Mais on note là qu'elle est particulièrement bien adaptée à la défensive puisqu'elle possède deux caractéristiques fondamentales en commun. Donc la défensive, globale, permanente. L'offensive, fondamentalement, la posture offensive est une posture d'agression. C'est une posture stratégique qui vise à obtenir des choses que l'on n'avait pas avant, des ressources, des territoires, etc. Donc c'est une posture agressive, d'agression. Ces caractéristiques sont qu'elle doit être focalisée dans le temps et dans l'espace pour obtenir la rupture chez l'ennemi. L'offensive, elle est concentrée, c'est une concentration. On retrouve là le principe de concentration des efforts sur le point décisif décrit par Jomini qui a étudié le système napoléonien. C'est la concentration des efforts à un moment donné, en un point donné, pour créer une rupture chez l'ennemi et ensuite le défaire. Alors, une fois qu'on a dit ça, la défensive globale permanente, l'offensive focalisée dans le temps et dans l'espace, quels sont les défis qui se posent à la défensive et à l'offensive lorsqu'elles se rencontrent l'une et l'autre, dans le cas d'une confrontation. Le défi qui se pose à la défensive, c'est de regrouper des éléments dispersés, de les regrouper à un moment donné pour faire face à l'offensive qui arrive. Donc, c'est la réactivité. Et pour cela, il faut avoir la connaissance, évidemment, de l'offensive qui va arriver. Le défi qui se pose à l'offensive est d'identifier correctement les points de vulnérabilité stratégique de l'ennemi, de façon à frapper au bon moment et au bon endroit pour provoquer la rupture. Alors, dans le domaine des opérations aériennes, comment ça se passe? La première observation qu'on peut faire, c'est que les avions se déplaçant très vite, le temps de réaction est très court. Mais, même si les avions sont défensifs, sont dispersés, comme eux-mêmes vont très vite, ils peuvent facilement se regrouper. Et, avec les radars, on peut détecter de loin, et donc on peut avoir un préavis. La question de l'offensive, elle est contenue dans la thématique que je vous ai expliquée tout à l'heure. Comme l'espace aérien, comme l'air est un milieu translucide, homogène, isotrope, eh bien les avions peuvent aller partout, très vite, très loin, et donc il faut
faire l'analyse systémique de l'ennemi afin d'identifier les vulnérabilités stratégiques qui seront attaquées de façon systémique en tant que système. Alors là, il vient une question, une observation. Il n'y a pas, dans le domaine aérien, de cachette naturelle. Une armée sur le terrain, avant l'aviation, mais même maintenant, une armée sur le terrain peut se servir de cachettes urbaines ou dans les forêts ou que sais-je, pour se masquer et produire un effet de surprise. C'est impossible dans la guerre aérienne. On ne peut pas produire d'effet de surprise parce qu'il n'y a pas de cachette naturelle. Cela dit, s'il n'y a pas de cachette naturelle, il peut y avoir des cachettes technologiques. Un avion furtif qui offre une très très faible signature radar, une très très faible réponse aux émissions du radar, peut, par le fait qu'il est furtif, technologiquement, peut se cacher d'une certaine façon à la détection. Donc c'est une façon de contourner le fait qu'il n'y a pas de cachette naturelle dans l'air. Si vous utilisez des brouilleurs de guerre électronique qui annihilent les capacités de détection des radars adverses, eh bien, vous pouvez vous déplacer dans l'air sans être détecté. Et donc, c'est une autre forme de cachette. Mais la cachette est technologique. En ce sens, la supériorité technologique, qui pour une armée de terre est importante certes, mais pas fondamentale, est fondamentale pour la guerre aérienne. Et la supériorité technologique, ce n'est pas forcément l'avion qui manœuvre le mieux, c'est la supériorité en matière de guerre de l'information, en matière de guerre électronique. Donc on retrouve là, sous un autre angle, sous l'angle de la défensive et de l'offensive, le même concept que je vous ai expliqué sous l'angle des modalités d'action de la stratégie et la tactique, le choc, le feu et la manœuvre. La supériorité de la guerre en matière de guerre électronique, et plus généralement en matière de guerre de l'information, est fondamentale pour obtenir la supériorité aérienne. J'espère que j'étais assez clair, parce que j'étais vraiment très très rapide dans mes explications, mais enfin il y aura peut-être des questions après. Maintenant je vais aborder quelques principes élémentaires de la guerre aérienne avant de parler de la Syrie, parce que c'est important. Un des premiers principes fondamentaux, c'est l'unité de commandement. Puisque l'action aérienne est globale, puisque on a une vision globale du théâtre des opérations, en tout cas du théâtre des opérations aériennes, il est absolument indispensable d'avoir un commandement centralisé et unique, ne serait-ce que pour éviter les tirs fratricides. Et du reste, toutes les grandes défaites militaires, incluant l'aviation, ont souvent été le fait de commandements, de plusieurs commandements qui agissaient sur le même théâtre. En 1940, l'armée de l'air française était répartie entre toutes les armées de terre, il y avait plusieurs armées, et chaque armée avait ses avions. Il n'y avait pas de commandement vraiment centralisé de l'aviation en 1940. S'il y en avait eu un, il aurait été possible, le 10 mai, de concentrer toute cette aviation sur le point critique à Sedan, et probablement que les Allemands n'auraient pas fait leur percée. Pendant la guerre du Vietnam, il y avait 7 commandements différents. 7. Chacun avait ses priorités, chacun avait ses objectifs, et donc il n'y avait aucune cohérence stratégique. Et finalement, ce concept, ce précepte d'unité de commandement s'est matérialisé véritablement concrètement au moment de la première guerre du Golfe. Et depuis, c'est un principe intangible. Il y a un autre principe qui est important dans les opérations aériennes, c'est celui de commandement centralisé, donc je viens de le dire, et
exécution décentralisée. Donc le commandement centralisé, je vous ai expliqué pourquoi c'était primordial. L'exécution décentralisée, ça veut dire que au niveau de l'exécution, chaque avion de chasse ou chaque leader de patrouille doit avoir un espace de liberté, un espace d'autonomie, de décision, de façon à profiter de la flexibilité de l'action aérienne et de sa capacité à pouvoir faire des bascules stratégiques. Donc la flexibilité de l'action aérienne. Alors ça, l'exécution décentralisée, ça se heurte parfois à des contingences bizarres, comme par exemple le fait qu'une société soit plutôt autoritaire ou plutôt égalitaire. Dans les sociétés autoritaires, c'est plus difficile conceptuellement de concevoir que les gens aient des responsabilités et exercent un espace de responsabilité à bas niveau. C'est plus difficile à concevoir que dans des sociétés libérales. J'ai dit oui, j'ai dit autoritaire également, autoritaire libéral. J'explique, je pense que cela explique le fait que les armées de l'air russes et chinoises, qui sont la Russie et la Chine sont des sociétés anthropologiquement autoritaires, hein, c'est la famille communautaire, donc qui est autoritaire et égalitaire, ont mis un certain temps, ont eu du mal à être performantes dans le milieu aérien parce que justement ils avaient du mal à déléguer, à donner un espace de liberté à l'exécutant parce que ce sont des sociétés extrêmement pyramidales, extrêmement autoritaires. Il y a aussi un problème politique. Du temps de l'URSS, le gouvernement ne voulait surtout pas laisser d'espace de liberté aux exécutants parce que le régime politique était extrêmement serré, donc extrêmement verrouillé. Donc ces principes de l'action aérienne, de la guerre aérienne, commandement centralisé, exécution centralisée, ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre. Un autre principe qui relève de la thématique, c'est la cohérence entre la stratégie et la mission. C'est-à-dire que chaque cible, étant donné que l'avion peut atteindre tous les endroits du champ de bataille à tout moment, l'essence de l'action aérienne offensive est dans le choix des cibles. Donc, et ce choix des cibles, il relève d'une analyse préalable qui est une analyse systémique. Comme je vous l'ai dit, on étudie l'ennemi en tant que système afin d'identifier ses grandes vulnérabilités stratégiques, puis on décline afin d'identifier les cibles à frapper. Et donc, un des principes, c'est que chaque cible traitée doit avoir un lien direct avec la stratégie menée. Il n'y a pas de contournement. Une fois abordé tous ces éléments théoriques, bon, il y en a d'autres, hein, mais je me suis centré sur les principaux. Je vais commenter donc maintenant l'opération russe en Syrie. Avant l'opération russe en Syrie, il y a eu des préalables. Le 3 septembre 2013, les Américains ont tiré 2 missiles balistiques sur la Syrie depuis la base OTAN de Carthagène en Espagne. Ces 2 missiles ont été neutralisés par les Russes. Ils ont été interceptés en vol par des missiles S-300 russes, tirés à partir de bateaux qui naviguaient au large des côtes syriennes en Méditerranée. Au préalable, il y avait eu une bataille navale en Méditerranée, une bataille navale sans coup de canon, sans tir de missile, une bataille navale de positionnement qui a vu la victoire de la marine russe sur la marine américaine. La marine russe a pris position dans la partie orientale de la mer Méditerranée et la marine américaine n'a pas pu l'en déloger. Donc il y a eu un préalable avant le préalable, c'est une bataille navale gagnée par la Russie. Bataille navale de positionnement. Arrive le 3 septembre,
les 2 missiles balistiques américains sont interceptés par 2 missiles russes antimissiles. Et là, le signal est extrêmement clair. Toute opération aérienne contre la Russie sera un échec. Ils vont y laisser des plumes. D'après différents articles, il est très probable que, après ces tirs de missiles, il devait y avoir des raids de l'OTAN, en particulier français, et que finalement tout a été arrêté. Et c'est à partir du 4 septembre 2013, si vous vous souvenez, que le président Obama a dit finalement on va négocier. Finalement, la meilleure façon de sortir de cette crise, c'est la négociation. Jusque-là, il disait il faut faire la guerre, il faut faire la guerre, il faut faire la guerre, et puis brutalement, il dit ah ben non, finalement, la meilleure solution, c'est de négocier. Donc c'est un indice, quand même. L'information des 2 missiles abattus n'a pas été relayée par les médias occidentaux, elle est parue dans des médias libanais et des médias orientaux, en particulier donc libanais et iraniens. Et donc ça, premier coup de semonce. Deuxième coup de semonce, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'opération syrienne en propre, mais qui a à voir avec la guerre aérienne. Le 10 avril 2014, le Donald Cook, qui est un croiseur américain, entre en mer Noire. Et selon le protocole en vigueur, il devait rester au maximum 3 semaines ou 15 jours, je ne sais plus. Enfin, bref, il rentre en mer Noire. Ce navire, le Donald Cook, était équipé d'un système de défense antiaérienne Aegis, AEGIS, qui, selon la propagande américaine, était le système le plus performant au monde en matière de défense antiaérienne. Un système complexe relié aux satellites, à d'autres radars, etc. D'autres radars au sol, enfin bon, c'est tout un système. Et le lendemain ou surlendemain, le Donald Cook est survolé par 2 Sukhoi 24 russes. Les Sukhoi 24 sont des avions qui datent des années 70. Ce sont de vieilles trapanelles avec des grosses entrées d'air carrées, donc ce sont des avions qui ont des signatures radars énormes. Et ils ont survolé le Donald Cook sans être détectés par les radars du Donald Cook. Ils ont fait plusieurs survols, bon, pas exactement sur le bateau, parce qu'il y a quand même des canons à la main, donc ils ont fait des passes de tir fictives à environ 1200-1500 mètres du bateau. Et donc les marins américains ont vu ces avions, et ils ont constaté qu'ils ne les avaient pas détectés, parce qu'ils étaient équipés de conteneurs de guerre électronique qui les avaient rendus invisibles au radar américain, au système Aegis. Le lendemain, le général russe qui commande le centre de guerre électronique à Moscou a déclaré « Plus un système est complexe, plus il est facile de le leurrer ». Je ne vais pas vous en faire la démonstration, mais c'est vrai. Je vous demande de me croire sur parole. Donc ça, c'était le deuxième coup de semonce important. Et puis, arrive l'année donc 2015. Et là, alors oui, non. D'abord, ça n'a pas grand-chose à... Si, enfin, c'est plus politique que militaire. En 2013, au milieu 2013, lors d'une conférence de presse, Poutine avait déclaré nous défendrons la Syrie jusque dans les rues de Moscou. Et un journaliste lui avait posé la question, mais comment ferez-vous? Il avait répondu, maintenant nous en avons les moyens. C'est tout. Un article que j'ai lu sur le site dedefensa.org, tenu par Philippe Grasset, qui est un site très centré sur la Russie et les États-Unis, et le bloc BAO, ce qu'il appelle le bloc BAO, le bloc atlantico-occidental. Dans un article de Philippe Grasset, il citait Dmitri Rogozin, qui est le vice-premier ministre russe et qui est en charge de l'industrie d'armement. Et Dmitri Rogozin disait dans cet article, l'armée russe s'est complètement modernisée en quelques années. Elle a tiré les enseignements des guerres de Tchétchénie, elle a radicalement changé, et l'industrie russe de défense s'est complètement modernisée, restructurée, en particulier grâce à la crise d'Ukraine et grâce aux sanctions occidentales
contre la Russie, qui ont obligé les Russes à accélérer leur modernisation et leur restructuration de leur outil industriel. Et Rogozin disait, en 2025, l'armée russe sera la meilleure du monde, sera meilleure que celle des Américains, et elle coûtera 10 fois moins cher. Bon. Donc ça, c'est des petits éléments comme ça. Et arrive 2015, le fin septembre, les Russes déploient au nez et à la barbe de l'OTAN une cinquantaine d'aéronefs, hélicoptères, avions, tout compris, sans être détectés. Poutine avait annoncé que symboliquement, il enverrait un peu de matériel en Syrie pour combattre Daesh. Et en fait, ce n'est pas quelques matériels, c'est qu'il déploie une force d'intervention, certes pas très, très importante, une cinquantaine d'aéronefs, c'est pas beaucoup, mais au nez et à la barbe de tout le monde sans être détectés. Alors je ne sais pas quel chemin ils ont pris. Ils sont de toute façon, ils ont dû survoler soit l'Irak, soit la Turquie, probablement l'est de la Turquie, mais voilà. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils ont déployé en premier? Des matériels de guerre électronique au sol, et tous les avions, évidemment, tous les aéronefs en étaient équipés, et sans compter tous les matériels de guerre électronique qu'il y a sur les bateaux spécialisés qui naviguent dans la partie orientale de la Méditerranée au large des côtes syriennes. Donc on voit par là que les Russes ont appliqué exactement les principes théoriques de la stratégie militaire, à savoir l'acquisition de la guerre de la supériorité de l'information, et en particulier en matière de guerre électronique, dès le début. Il faut quand même se rappeler, ça n'est pas très étonnant, les Russes sont d'excellents mathématiciens. Les livres de mathématiques, les livres théoriques de mathématiques et de physique ils sont russes, quoi, les meilleurs. Hein. Donc, ce sont d'excellents mathématiciens, les Russes, ça a toujours été, et donc la guerre électronique, c'est des mathématiques, hein, et de la physique. Donc, ils ont appliqué à la perfection la hiérarchisation de la maîtrise des milieux pour engager cette opération. Donc, premièrement, maîtrise du milieu de l'information, de la quatrième dimension, par la guerre électronique, et aussi par la connaissance du théâtre. Ils ont déployé en Syrie un centre de commandement extrêmement moderne qui leur permet d'avoir une connaissance quasi parfaite du théâtre, au moins de l'espace aérien. Ensuite, ils ont opéré dans un premier lieu des frappes ciblées. Alors, il faut savoir qu'au moment où ils se sont déployés, Daesh était aux portes de Damas. Hein. Daesh s'étendait depuis le nord de l'Irak, depuis Mossoul, jusqu'aux portes de Damas. Et quand vraiment, il y avait le feu à la maison, quoi, hein. Et donc, ils ont commencé par appliquer les principes que je vous ai décrits précédemment, des frappes stratégiques ciblées sur les points de vulnérabilité, les points essentiels de Daesh, c'est-à-dire 1, les centres de commandement, 2, les centres logistiques importants, en particulier dépôts de carburant, dépôts de munitions, 3, les voies de communication, en particulier celle qui relie Daesh à la Turquie, qui est un grand fournisseur, c'est par là que tout passe, à la fois le pétrole qui est vendu à la Turquie et les armes qui arrivent à Daesh, et puis quelques centres d'entraînement. Et aujourd'hui, il continue évidemment cette phase stratégique de coupage des voies logistiques, et ils sont dans la phase, en même temps ils sont dans la dernière phase qui est celle de l'appui des troupes au sol de l'armée syrienne. Il n'y a pas que des Syriens au sol, il y a des Iraniens, il y a des Chinois, et donc ils sont dans cette troisième phase. Donc on observe finalement que les Russes ont appliqué sur le plan militaire exactement les principes théoriques que j'ai décrits précédemment, donc dans une parfaite logique et une parfaite chronologie des opérations. Je reviens à la question de l'unité du commandement. Parce que en Syrie, il n'y a pas que les Russes qui opèrent, il y a aussi une coalition menée par les Américains.
Je fais une toute petite parenthèse, quand même parce que c'est assez drôle. Les Américains sont à la tête d'une coalition qui est censée combattre Daesh depuis 2 ans. Si on juge un arbre à ses fruits, c'est-à-dire les résultats et pas les intentions, on constate que pendant les 2 ans durant lesquels la coalition emmenée par les Américains était censée combattre Daesh, Daesh n'a cessé de progresser. Depuis que les Russes y sont, Daesh régresse, et régresse fortement. Donc bon, on peut en tirer ensuite les conclusions qu'on veut. En fait, il est plus vraisemblable que les actions américaines les bombardements américains visaient à empêcher l'armée de Bachar el-Assad d'entrer en contact de Daesh, tout simplement. Et bon, c'est plus que probable, vu que si l'on en croit certains généraux américains, dont l'ancien directeur de la DIA, la Defense Intelligence Agency, qui est donc l'agence de renseignement militaire américain, le général Michael Flynn, qui a démissionné au mois de septembre, je crois, de son poste de directeur de cette agence, et qui a déclaré que Daesh avait été fabriqué par les Israéliens et les États-Unis, par Israël et les États-Unis. Donc tout ça entre en cohérence, et depuis que les Russes s'y sont mis, la donne a complètement changé. Alors, est-ce que je m'arrête là pour laisser les questions plus géopolitiques que militaires? En tout cas, bon, là, je viens de vous expliquer concrètement que, d'un point de vue purement militaire, les Russes appliquent en Syrie une stratégie très cohérente et très intelligente. Du reste, ils ont subi très peu de pertes. Ah oui, j'ai oublié un petit détail dont il faut quand même parler. Compte tenu de l'unicité du commandement qui n'est pas réalisée en Syrie, puisqu'il y a 2 coalitions qui interviennent sur le plan aérien, et comme ce sont les Russes qui ont la maîtrise de l'espace, pour éviter les tirs fratricides entre des avions américains et russes, par exemple, enfin, si on peut appeler ça fratricide, mais bon, appelons-le comme ça, les Russes donnent leur plan de vol. Ils disent, la veille, à l'OTAN, voilà, on va intervenir dans tel secteur, etc. Ce qui explique l'assassinat du Sukhoi 24 par un F-16 turc. C'était vraiment un guet-apens, un assassinat. Puisqu'ils avaient le plan de vol, ils savaient... Les Turcs ont eu tort parce que les rétorsions économiques sont considérables et Erdogan va s'en mordre les doigts. Voilà, donc j'espère avoir expliqué à peu près au regard ou sous l'angle des aspects théoriques de la stratégie aérienne et de l'information, la cohérence et l'intelligence de l'action russe en Syrie, qui ne se dément pas dans les faits, puisque les résultats sont là. Maintenant, je pense que je vais laisser la parole pour des questions, pour aborder éventuellement les questions politiques ou géopolitiques, et je m'en suis tenu aux aspects militaires pour le moment. D'abord, on vous remercie. Ouais, je vous remercie.